L'équipe, bienvenue sur ma chaîne Legacy United. Donc, dans cette vidéo, nous allons parler des différentes news qui est sorties au sein de Manchester United. Et dans un second temps, nous allons discuter un peu de l'interview d'Amorim. Et pour finir, on va parler de la preview du match de Europa League, la 8e de finale, aller face à la Real Sociedad. Sur ce, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à commenter, ça me fait toujours plaisir. Sur ce les amis, bon visionnage à vous. Stéphane Moncunien, bonsoir à vous, j'espère que tout va bien pour vous. Pour ce qui est de ma part, je vais bien. Donc, comme je l'ai dit, on va parler de cette 8e de finale aller en Espagne face à la Real Sociedad. On connaît tous la grande histoire de Manchester United face à ces équipes espagnoles. Donc, il faut surtout pas sous-estimer cette équipe-là, hein, parce que par le passé, ils nous ont fait mal. Que ce soit Séville, Real Betis, etc. Ils nous ont fait mal. Donc, on connaît aussi que c'est pas ce Manchester United là qui doit se permettre de sous-estimer quelqu'un, parce que clairement c'est insuffisant tout ce qu'on voit cette saison, et ce depuis déjà quelques années. Donc il faut vraiment mettre l'engagement, mettre l'intensité qu'il faut depuis le début jusqu'à la fin, parce que un match ça se joue en 90 minutes, pas en 45 minutes. Il suffit pas juste de jouer une mi-temps XXL pour gagner un match. C'est pas ça. Et j'espère aussi que on va un peu tourner la page, parce que je vous rappelle, ce week-end, on s'est fait sortir de la FA Cup par Fulham, s'il vous plaît. Sachant que on s'est dit que ça pourrait être facile pour nous de remporter cette FA Cup, parce qu'il y avait Arsenal, Liverpool, Chelsea, etc. qui sont déjà sortis. Mais au final, on s'est fait quand même sortir par Fulham. Donc, une chance en moins pour trouver l'Europe l'année prochaine qui est partie. Et là, c'est notre dernière chance. C'est la compétition, c'est-à-dire l'Europa League, c'est la compétition qui pourrait nous permettre de jouer l'Europe l'année prochaine. Donc pour moi, l'objectif est clair, c'est remporter cette FA Cup, mais ça sera pas facile. Donc voilà. Donc comme je l'ai dit en intro, dans cette vidéo, on va parler des news, des interviews, et on va finir justement par le preview. Avant de commencer, j'ai sélectionné 2 commentaires et je vais y répondre tout de suite. Sur ce, premier commentaire du jour que j'ai sélectionné, ça vient de Red Raven 01, où il nous dit: que pensez-vous d'un repositionnement de Mason Mount en numéro 8 comme aux côtés de Ugarte, c'est-à-dire dans le double pivot? Il y a un bon positionnement, bonne lecture, la vitesse, la projection, l'alimentation des attaquants. Il a commencé à briller dans cette position à vitesse aux Pays-Bas. C'est vrai. Il sera plus à l'aise, en plus gérer le tempo et moins de blessures. Votre avis, Bruno dépanne, mais monte meilleur à ce poste. Donc oui, c'est vrai. Il y a Mount qui va bientôt revenir. Donc évidemment, il ne sera pas présent face à la Real Sociedad, mais potentiellement il sera de retour face à Arsenal. Mais connaissant Ruben Amorim, il ne va pas direct lancer le joueur dans le grand bain. Tout ce que Red Raven nous dit là, c'est vrai. Mount, c'est un joueur très très fort. Quand tu regardes ses positionnements, ses déplacements sur le terrain, c'est vraiment intéressant. Malheureusement, il n'est pas tout le temps servi. Mais ce qui me gêne un peu sur Mason Mount, c'est ses blessures à répétition. Maintenant, en fait, c'est plus que sur le terrain qu'il va se blesser. Maintenant, c'est même à l'entraînement il va se blesser.
Donc oui, dans ce double pivot-là, il pourrait ne pas beaucoup se blesser. Mais le problème, c'est que si Bruno Fernandes joue haut, on a vu ça face à Everton, où il était positionné en numéro 10 en première mi-temps, sauf que le joueur, il avait tendance à revenir dans l'axe. Donc ça me gêne beaucoup. Parce que je pense que Bruno Fernandes, il a pris l'habitude d'évoluer en tant que milieu de terrain. Et que je pense que Ruben Amorim préfère un Mason Mount en numéro 10. Mais pourquoi pas? Il faut essayer. En tout cas, c'est un très très bon commentaire aussi. Donc voilà. Sur ce, on passe direct à la deuxième commentaire que j'ai sélectionné. Ça vient de Malik Dream, où il nous dit: ils sont tout simplement nuls. Tu ne peux pas être à domicile, mais on dirait que c'est mal. C'est-à-dire Manchester United qui était le visiteur face à Fulham. Même le Real Sociedad va battre Manchester United. On a toujours cru en eux, mais rien. Donc, c'est vrai. C'est vrai. Honnêtement, c'est vrai. Parce que, excusez-moi, parce que ce qu'on a vu face à Fulham, et ça c'est sur plusieurs équipes, ils ne nous respectent plus à domicile. Personne nous respecte à domicile. Même le dernier du championnat, les Saints, ils sont venus chez nous, ils nous ont fait la misère. Attends, c'était chez nous? Il me semble. Bref, personne ne nous respecte à domicile. Et franchement, certes, Real Sociedad, c'est une équipe de possession de balles. C'est pas une équipe avec beaucoup d'engagement comme en première ligue, mais si on met pas l'intensité, si on met pas les pressings qu'il faut à cette équipe-là, on va pas voir le jour. Donc voilà. Donc c'est en fait tout peut arriver dans un match de Manchester United. Tout peut arriver. Et c'est ça qui me gêne beaucoup. On est plus serein. Voilà, très très bon commentaire aussi. Sur ce, on va direct enchaîner sur les différentes news du club. Et on va direct attaquer par la première news du jour. Ruben Amorim serait désireux que Manchester United scelle le retour du transfert d'Angel Gomez alors qu'il devient agent libre cet été. Et oui les amis, pour ceux qui ne connaissent pas, Angel Gomez est libre de tout contrat cet été. S'il ne prolonge pas, évidemment. Le joueur, il a plutôt bien progressé depuis son départ de Manchester United pour le LOSC. Il a beaucoup progressé. C'est un très très bon numéro 10 actuellement en Ligue 1. Donc pourquoi pas tenter quelque chose pour faire revenir ce joueur, et je pense que ce profil de joueur, ça peut matcher dans ces deux numéros 10. Dans ce positionnement de deux numéros 10 du système de jeu de Ruben Amorim. Donc ça peut être un profil intéressant, petit gabarit, petit centre de pivot. C'est un joueur qui excelle dans les petits périmètres, c'est un excellent passeur surtout. Et des fois je me dis, et si c'était lui, parce qu'aujourd'hui il a quand même 24 ans, donc il a pu emmagasiner de l'expérience. Donc aujourd'hui je me dis, et si c'était lui, le remplaçant de Bruno Fernandes. En tout cas, c'est un profil qui a beaucoup progressé ces dernières années. Et surtout, c'est un profil bon passeur. Et aussi, c'est un dynamiteur. Et c'est un joueur qui aime garder la balle. Donc, je me dis, et si c'était lui? Et si c'était le moment de faire revenir l'enfant du club, Angel Gomez? N'hésitez pas à me dire vos avis dans les commentaires pour le potentiel retour de Angel Gomez du côté de Manchester United. Sur ce, on va enchaîner sur le deuxième commentaire du jour que j'ai sélectionné. Enfin, le deuxième news du jour que j'ai sélectionné. Donc, Patrick Dorgu et Aiden Heaven ont été ajoutés à la liste pour disputer la phase finale de l'Europa League, c'est-à-dire le 8e jusqu'au bout, jusqu'en finale.
Donc, c'est une excellente nouvelle. Ça veut dire que demain, face à la Real Sociedad, on pourrait voir un Patrick Dorgu et un Aiden Even. Mais comme je l'ai dit déjà sur ma dernière vidéo, Chido Obi n'a pas pu être ajouté dans cette liste. Donc, potentiellement, Chido Obi ne serait pas disponible dans le feuille du match, dans le groupe de Europa League jusqu'à la fin de la saison. Donc, comme je l'ai dit, parce que j'ai vu des choses sur les réseaux, comme je l'ai dit, laissez le temps faire les choses. C'est ultra important. Chido Obi, au jour d'aujourd'hui, il a 17 ans, voire 18. C'est un attaquant qui doit encore travailler, certes, dans sa finition, mais déjà, il se crée plus d'occasions par rapport à Rasmus Højlund. Donc, c'est un futur... c'est le futur du club. Donc, laissez le temps faire. Peut-être que cette année, on va pas voir Obi Chido en Europa League, mais si jamais il y a qualification pour l'année prochaine, je suis sûr que ça va être un joueur énorme. Donc voilà. On enchaîne sur la suite. D'ailleurs, ça parle de Obi Chido. Les coachs ont été impressionnés par l'appétit de Chido Obi à s'engager dans les duels. L'utilisation de son physique pour prendre le dessus sur son adversaire et son désir de se créer de bonnes positions dans la surface. Il a été décrit comme doté d'une grande ambition et d'un grand état d'esprit pour travailler afin d'obtenir ce qu'il veut. C'est vrai, face à Fulham, il a créé des occasions. Mais comme je l'ai dit, il y avait un grand Bernd Leno de l'autre côté. Mais surtout, il doit encore progresser dans la finition, dans ses appels de balle. Mais ses déplacements en soi, c'était intéressant. Il a tenté des choses. Et surtout en prolongation, là où il a tenté, il s'est retrouvé en face à face avec Bernd Leno, où il lève les yeux, il regarde où est positionné le gardien et il essaye de chercher la lucarne. Ça montre juste que le joueur, il a du talent. Et l'efficacité devant le but, ça va venir. Laissez-lui du temps, laissez le temps faire. On va pas faire du Højlund, du Garnacho, etc. C'est-à-dire le lancer dans le grand bain. Ils vont faire de bonnes performances et après ils vont être moyens, voire nuls. On va les critiquer. Laissez le temps faire pour Obi Chido. Donc, il ne sera pas en Europa League, mais il sera présent avec nous en Première Ligue. Donc, il pourrait gratter du temps de jeu en Première Ligue. Et ça fait plaisir. On enchaîne. Merci, Benfica. Merci. J'espère vraiment que vous allez le faire. Donc là, Benfica veut signer Victor Lindelof à la fin de son contrat cet été. Certes, c'est un départ libre, mais je peux plus me blairer ce blaireau. Franchement. On pourra faire des économies, on libère un mec qui nous sert à rien. Et voilà. Bon débarras à lui. J'espère que ça va le faire. J'espère en fait que Manchester United va pas le prolonger. Parce que dans tous les cas, il va partir. Mais j'espère juste que Manchester United va pas commettre l'erreur de le prolonger. Voilà. Manchester United a entamé de nouvelles négociations contractuelles avec Kobe Mainoo. Ses représentants souhaitent une augmentation de salaire à 180 000 livres par semaine. Plus des bonus, United espère parvenir à un compromis. Encore une fois, l'entourage du joueur réclame beaucoup. Parce que le joueur actuellement, il touche vers les 70 000 livres par semaine. Mais là, en fait, c'est quasiment le triple. Et United ne veut pas lui donner cette somme-là. Je pense que United espère vers les 120 000 livres par semaine. Mais dans tous les cas, je pense que la prolongation de Kobe Mainoo, son nouveau contrat, va se faire. Parce que le joueur, il a confirmé son envie de rester à Manchester United. Maintenant, fais un petit effort pour
baisser ton salaire. Tu n'as rien prouvé actuellement pour mériter les 180 000 livres par semaine. Il ne faut pas faire la même erreur qu'on a fait à Marcus Rashford. Après, le joueur, il va se croire quoi? Il va se croire au-dessus du club. Et ça, il est hors de question. Moi, je ne suis pas d'accord pour les 180 000 livres par semaine. Ça fait beaucoup pour un joueur qui n'a rien prouvé. Voilà. Et surtout pour un jeune joueur. Manchester United a refusé d'exclure la possibilité de tenter de conclure les signatures estivales de Matheus Cunha et de Victor Osimhen, car il est certain qu'ils pourraient former un formidable duo à Old Trafford. Qu'est-ce que j'aimerais bien avoir ces deux joueurs-là. Matheus Cunha, c'est un attaquant, je trouve un peu sous-coté. On n'en parle pas beaucoup. Pourtant, il est tellement fort. Et un duo d'attaque Osimhen, Cunha, ou même un trio avec Ahmad, je pense que ça pourrait faire mal l'année prochaine. J'espère vraiment que ça va se faire. Patrick Dorgu et Hayden Evans sont disponibles pour être nommés dans l'équipe de la Ligue Europa de jeudi contre la Real Sociedad. Mais Shido Obi n'est pas éligible pour la compétition. Comme je l'ai dit tout à l'heure, du coup, Shido il sera pas là, tandis que Dorgu et Hayden Evans sera présent. Donc voilà. Rasmus Højlund reste sur 18 matchs sans marquer. Ça fait beaucoup. Sur ces 18 matchs, 0 but. Il a fait 15 tirs. Et c'est très peu. Très peu. 18 matchs, 15 tirs. Donc c'est quoi le problème? Est-ce que le joueur il n'est pas servi dans la surface de réparation? Ou bien c'est juste une panne de confiance? Moi je pense que c'est les deux. Parce que de 1, on centre pas beaucoup. Les meneurs de jeu, je parle là de Bruno Fernandes, ils vont pas tout le temps chercher l'attaquant. Mais en même temps, quand l'attaquant il a des occasions, il la rate. Donc moi je pense que c'est la combinaison des deux. Et c'est vraiment une stat terrible. 18 matchs, 0 but, 15 tirs tentés. Ce qui montre qu'on a vraiment besoin d'un attaquant. Regardez par exemple Obi Shido, premier match, son match face à Fulham, il a créé quand même 5 grosses occasions. Alors que 5 grosses occasions qu'il a ratées. Hein. Alors que là, big chance, les gros chances que Rasmus Højlund a raté, sur les 18 matchs, c'est quand même 4. Et c'est très très peu. Donc voilà. Le besoin d'attaquant de numéro 9 de classe mondiale, ça se ressent cette saison. Harry Maguire et Manuel Ugarte sont indisponibles pour demain. Donc, pour moi, Ugarte, c'est essentiel dans ce système, dans ce style de jeu. Et il n'est pas là demain. Donc, ça pourrait nous faire du mal. Ça me plaît pas beaucoup, cette nouvelle-là. Maguire, je m'en fous un peu, mais Ugarte, ça me plaît pas d'entendre cela. Pourquoi? On a qui, honnêtement, qui est capable de remplacer Ugarte dans ses travaux, dans ses courses, dans ses récupérations de balles? Casemiro? Sauf que Casemiro n'a pas les jambes. Mais il y a quoi lire. Moins technique. Donc j'ai hâte de voir qui il va aligner à côté de Bruno Fernandes demain, dans le double pivot. Mais en tout cas, c'est une très très mauvaise nouvelle pour nous. J'espère juste que le joueur il n'est pas blessé. Voilà. Le Real Betis cherche à ouvrir des négociations avec Manchester United dans les prochains jours pour un accord permanent de Anthony. Le Betis est prêt à offrir
entre 20 et 25 millions, mais United veut au moins entre 40 et 50 millions d'euros. Donc là, on est très très loin de la somme demandée. Et si le joueur il fait un très très bon prix, et il est parti pour, je pense que la somme qu'on est en train de demander, c'est-à-dire les 50 millions, ça pourrait être une belle somme. Mais je vois mal le Betis payer les 40 et 50 millions, entre 40 et 50 millions. D'ailleurs, Ruben Amorim, il avait parlé dans son interview avec Rio Ferdinand que le vrai problème d'Anthony, c'était plutôt un problème physique. Il n'avait pas le physique nécessaire pour jouer en première ligue, enfin l'aspect physique. Et l'agent du joueur a dit que c'est pas du tout dû à cela. Depuis l'arrivée de Ruben Amorim, il a même souligné, depuis l'arrivée de Ruben Amorim, le joueur il a à peine joué 5 matchs. Et il insiste sur le fait que c'est pas dû à l'aspect physique, mais c'est dû comment dire ça, à l'enchaînement des matchs. Il enchaîne pas assez, donc il emmagasine pas de la confiance. Sauf que arrête un peu de baratiner. Sous l'ère Ten Hag, il a préféré ce gars-là à Amad Diallo. Ce gars-là, il était titulaire. Donc voilà. Oh là là. Manchester United étudie le marché pour un nouveau gardien de but et a identifié Mike Maignan de l'AC Milan. Si André Onana quitte United cet été, un transfert pour Mike Maignan pourrait devenir une possibilité concrète. Et je dis oui. En fait, actuellement, il y a un problème avec Mike Maignan et l'AC Milan. C'est que Mike ne veut pas prolonger pour le moment avec Théo Hernandez. Donc, AC Milan a ouvert ses portes. C'est-à-dire, vous êtes libre de partir. S'il y a une belle offre qui tombe, vous êtes libre de partir. Donc, côté Manchester United, j'ai même pas envie de dire qu'on commence. On met en doute les capacités de Onana. Parce qu'il y a beaucoup de noms qui circulent. Et ça pourrait être Mike Maignan. Très très bon gardien de but d'ailleurs. Et moi je dis oui tous les jours. Mais après le problème qui me gêne un peu avec Mike Maignan, c'est un gardien de but qui se blesse beaucoup. Donc voilà. Sur ce, l'équipe, j'ai fait le tour des news. On va direct enchaîner sur l'interview de Ruben Amorim. Nous avons perdu la semaine dernière en Cup. Donc les gens considèrent l'Europa League comme la seule compétition que nous pouvons gagner. Il y a aussi le lien entre la victoire en Europa League et la Champions League, mais pour vous dire la vérité, je pense que nous avons des choses plus importantes à penser. Je sais que c'est étrange de dire cela, mais c'est quelque chose que nous essayons de construire ici qui sera plus important que de gagner une coupe en ce moment. Je sais que nous avons la responsabilité de nous battre pour chaque trophée, mais en ce moment, nous essayons de construire quelque chose qui dure plus longtemps que n'importe quel trophée de cette saison. Donc c'est clair que comment moi je prends les choses en fait. Pour moi c'est clair que c'est pas la priorité de Ruben Amorim de gagner cette Europa League. Ça en fait c'est nous les fans qui espèrent cela pour être en Ligue des Champions l'année prochaine en Europe. Mais pour lui, le plus important, c'est de construire une équipe durable. Et ça, on l'a vu ça avec le Sporting. C'est-à-dire que Ruben Amorim, il s'est vraiment concentré sur son championnat. Il l'a fait tourner en Europe, au début. Donc, il se faisait tout le temps sortir au début, mais il ne se focalisait pas dessus. Et une fois qu'il avait les équipes solides, c'est-à-dire cette année avant qu'il parte, l'équipe a commencé à battre des Manchester City, etc. en Ligue des Champions. Donc, pour moi, Ruben Amorim, certes, si on arrive à gagner cette Europa League, tant mieux. Mais c'est pas le plus important. Je pense que c'est ça ce qu'il veut dire.
Donc mon avis là-dessus, c'est que je suis d'accord avec lui dans le fait que le plus important actuellement, c'est quand même d'avoir une équipe sur le long terme capable de battre n'importe qui, capable d'être champion d'Angleterre. Mais ne pas voir Manchester United en Europe l'année prochaine, ça pourrait faire beaucoup de dégâts, que ce soit l'aspect sportif, l'aspect économique du club, etc. Donc on va perdre beaucoup d'argent. Après certains vont me dire, mais c'est pas nous, ça sera les Glazers qui va perdre de l'argent. Certes, mais quand même l'image du club va être bas, la morale aussi. Donc voilà, c'est ce que je pense. Donc, je comprends ce que les gens pensent parce que si vous regardez notre équipe jouer et les résultats, il est difficile d'imaginer de grandes choses pour notre club en ce moment. Mais dans les moments les plus sombres, il faut avoir une lumière et une voix. Et c'est clair ici. Je ne sais pas si je serai là, mais de la manière dont nous pensons les choses, nous allons revenir et gagner des choses à l'avenir. Il y a aussi le risque, nous faisons beaucoup de choses, nous ne gagnons pas de match, et quand vous ne gagnez pas de match, il faut parfois changer les gens. Nous le savons, mais en tant que club, nous faisons beaucoup de choses qui sont difficiles à faire. Beaucoup de membres du personnel en paient le prix. Mais nous faisons ce qu'il faut pour gagner à l'avenir. Donc c'est une masterclass. Honnêtement. Certes, vous savez, dans les gros clubs comme Manchester United, Real Madrid, enfin les gros clubs qui a beaucoup d'histoire, c'est que la victoire c'est vraiment important. Il faut cette victoire. Mais il faut accepter les faits. Manchester United n'est plus une grosse équipe de première ligue. Actuellement, historiquement, Manchester United c'est un grand. Mais actuellement, Manchester United n'est pas une grosse équipe. Même les petites équipes, Fulham, Ipswich, les Saints et tout, ils ne nous respectent même plus cette saison. C'est la réalité. Donc, pour les grosses clubs, quand les résultats ne sont pas là, ça passe par des changements de coach, etc. Moi, je suis encore du même avis que il faut garder Ruben Amorim. Il a ses idées, mais il n'a pas ses armes. Mais si on arrive à lui fournir les armes l'année prochaine, je pense que ça ne sera pas la même histoire. Regardez, la première recrue de Ruben Amorim, Patrick Dorgu, c'est un joueur qui comprend le style de jeu, qui comprend le système de Ruben Amorim. Donc c'était vraiment un choix intéressant. On n'a pas fait des choix bêtement. Imaginez maintenant, on va arriver le mercato estival, on va acheter les joueurs et les joueurs qu'on achète, ils comprennent directement le système. Manchester United va progresser. Mais si on se permet de changer de coach, sachant qu'on a déjà entamé des achats de joueurs qui jouent dans ce système-là, changement de coach, ça entraîne un changement de système. Certes, pas forcément, mais dans la plupart des cas. Donc voilà, encore une fois, Ruben Amorim, il faut le garder. Cette saison, les gars, on l'a compris depuis le départ de Erik ten Hag, qu'on n'allait pas faire grand-chose. La saison, elle était finie déjà là, parce qu'on était 13e. Donc, il faut garder espoir, il faut soutenir le coach. C'est pas le coach le problème, encore une fois, je me répète, c'est les joueurs. Voilà. Maintenant, le groupe pour affronter la Real Sociedad, c'est-à-dire les joueurs qui ont fait le déplacement. Gardien de but, Onana, Harrison, c'est-à-dire Onana avec les deux jeunes, sachant que Ayton n'est pas là, il est blessé, et Bayandir, il n'est pas là. Donc voilà. Défense, Hamas, et ça me fait plaisir, j'espère qu'il va avoir du temps de jeu. Dalot, De Ligt, Dorgu, Even, Lindelof, Mazraoui et Yoro.
Donc, comme je l'ai dit tout à l'heure, il n'y a pas Maguire. Milieu de terrain, Casemiro, Coelir, Eriksen, Bruno Fernandes. Attaquant, Garnacho, Højlund, Zirkzee. Donc, Ruben Amorim, il n'a pas amené de petits jeunes pour compléter cette attaque. C'est-à-dire, on va partir sur le trio là, les trois là, et on va essayer de bidouiller quelque chose pour avoir du remplacement. Parce qu'il n'y a pas Shido, il n'y a pas Ibrahimov, voilà, il n'y a pas Louzal. Non, il a vraiment gardé les trois. Donc, c'est un groupe réduit, certes, mais qu'est-ce que je raconte avec les jeunes? De toute façon, ils ne sont pas aussi inscrits dans la compétition. Donc voilà. Ça fait quand même bizarre de voir une équipe de Manchester United avec ces joueurs-là. C'est faible. Sur le papier, c'est faible. Voilà l'équipe. J'ai fait le tour des différentes news, interviews. Maintenant, ce que j'attends dans ce match-là. Déjà, comme je l'ai dit, si on espère aller en quart de finale, il faut soit faire un match nul face à la Real Sociedad, soit une victoire. Par je ne sais quel moyen, par je ne sais quel miracle, il faut aller chercher quelque chose en Espagne. Donc, pour aller chercher cette quelque chose en Espagne, il faut savoir une chose. La Real Sociedad, c'est une équipe de ballon, comme la plupart des équipes espagnoles. Donc, pour contrer ces équipes de ballon qui aiment les tiki-taka, la possession, il faut un très très bon pressing. Donc, la clé pour battre cette équipe de Real Sociedad, c'est bien presser, bien organiser. Après, quand c'est nous qui avons la balle, qui avons la balle, il faut des appels de balles. Il faut des dédoublements. Il faut être juste techniquement. Et il faut gagner les duels, que ce soit duel au sol, duel aérien, les seconds ballons. Il faut aller dans le combat. Voilà la clé pour gagner ce match-là. Sur les phases offensives, comme je l'ai dit, il faut des dédoublements, mais il faut servir les attaquants via des centres. Et il faut que les attaquants soient présents pour couper la trajectoire. C'est seulement en faisant cela qu'on pourra gagner ce match-là. Le danger côté Real Sociedad, c'est Takefusa Kubo. Mais ça, je ne m'inquiète pas trop parce qu'il y a Dorgu qui pourrait le contrer, qui est sur le même couloir. Donc voilà. Donc comme je l'ai dit aussi, il y a le retour de Dorgu. Certes, il est suspendu 3 matchs, mais pas en Europa League. Donc il sera bel et bien présent pour ce match-là. L'équipe qui sera potentiellement alignée par Ruben Amorim, Onana dans les cages, Mazraoui, De Ligt, Yoro en défense, Diogo Dalot à droite, Fernandez, Eriksen et Patrick Dorgu en tant que piston gauche. En attaque, ce sera le trio habituel Zirkzee, Højlund, Garnacho. Voilà l'équipe que je verrai bien alignée par Ruben Amorim. Maintenant, pourquoi le choix de Eriksen? Comme je l'ai dit, Real Sociedad, c'est une équipe de ballon. Donc, une fois qu'on a bien pressé, on récupère cette balle-là, il faut savoir utiliser cette balle-là. Donc, je pense qu'avec le double pivot Fernandez-Eriksen, on va pouvoir mieux servir les attaquants. Donc, le jeu va être beaucoup plus fluide. Certes, encore une fois, cette formation-là, avec le double pivot Eriksen-Fernandez, ça pourrait marcher parce que c'est une équipe espagnole. Évidemment, je ne dis pas que les équipes espagnoles, ils vont pas dans les duels, mais par rapport aux équipes anglaises qui vont vraiment dans les contacts, les équipes espagnoles le font mieux, le font moins. Donc, je me dis quelque part qu'avec Eriksen, ça pourrait être jouable, genre jusqu'à là, à la mi-temps, après faire entrer Coelir ou Casemiro pour amener cette côté agressif et combat. Donc voilà, moi je miserais tout sur la création en première mi-temps
Et après, si on a réussi à marquer, mettre des joueurs plus combat en deuxième mi-temps, Casemiro ou Coelir, pour vraiment gêner cette équipe-là. Donc encore une fois, il faut que on les presse. Donc il faut que le pressing soit effectué. Voilà. Donc pronostic du match face à la Real Sociedad. Je sais pas pourquoi les gars. Il faut déjà savoir une chose, c'est que Manchester United, parmi les 72 équipes européennes qui jouent l'Europe, c'est la seule équipe invincible qui n'a pas perdu. Donc, je me dis quelque part que cette invincibilité va continuer. Parce que moi, je vois Manchester United gagner, battre la Real Sociedad. Et oui, ça peut surprendre quelqu'un, mais là, j'ai un bon pressentiment. Pourquoi je dis cela? Parce que en soi, il n'y a pas vraiment d'excuse cette fois-ci pour perdre. On a utilisé face à Fulham l'excuse du fait que les joueurs étaient fatigués parce que le match d'avant, ils étaient à 10 contre 11. Et là, il n'y a pas vraiment d'excuse. Et quelque part aussi, je pense que les joueurs vont chercher à se racheter à cause de cette élimination. Parce qu'ils étaient pas mal critiqués aussi. Donc, quelque part, je pense qu'ils vont chercher à se racheter. Et quoi de mieux qu'un match européen? Donc voilà, je me dis que Manchester United gagne avec 2-0. Je sais pas dans quel monde j'ai vu cela, les gars, mais moi, je me dis que 2-0 pour Manchester United. Voilà, sur ce, prenez soin de vous. Un petit like, un petit commentaire. Ciao, ciao.